serrer un petit peu. Ah, avec plaisir, avec plaisir. J'en voudrais qu'ils se mettent un peu qu'ils se baissent un peu, que je vois les autres derrière. Voilà, on aura des jeunes là-bas. Allez, vous faites un beau sourire là. Oui. Une initiative privée. Donc moi je me présente Chantal Chirac, je suis restauratrice de tableaux et antiquaire. Donc tout naturellement, quand je suis arrivée en 88, je ne connaissais rien à la tapisserie, mais en tant qu'antiquaire, on m'a apporté des rouleaux de peinture qui sont les fameux cartons de tapisserie et qui servent de base à la tapisserie, qui sont les patrons en fait. Vous allez voir tout ça. Et donc j'ai trouvé que c'était des décors intéressants, des peintures intéressantes, des huiles sur toile ou des gouaches, enfin bon, différentes techniques. Et donc je me suis mis à les restaurer pour en faire des tableaux. Donc en fait, moi je détourne l'objet. Et à force de détourner l'objet, d'en acheter, d'en vendre, de le restaurer, j'ai constitué une collection en me disant c'est un petit peu dommage de perdre tout ce patrimoine aubussonné. Une princesse des Flandres, Marie de Hainaut, qui a épousé un comte de la Marche début 14e et qui vient donc avec une population flamande, protestante aussi, et qui va s'installer dans la région du Bourbonnais. Et petit à petit, on pense que ces ouvriers, ces artisans vont petit à petit chercher du travail dans la région et auraient enseigné aux drapiers qui étaient ici l'art de la lisse. C'est-à-dire qu'on a des métiers à tisser, on a l'eau de la Creuse, qui est importante puisque c'est une eau acide et granitique, et on a donc qui permet de fixer la laine, de dégraisser les laines, et on a des moutons, on a des plantes pictoriales, enfin tout ce qu'il faut pour faire. On n'a pas d'écrit là-dessus, hein, donc c'est ce qu'on suppose aujourd'hui comme origine de la tapisserie. Les premiers inventaires, c'est 1457 à Felletin, à 10 km. Vous avez dû peut-être entendre parler de cette ville jumelle et concurrente, hein, Felletin qui a des ateliers aussi. Et Felletin a des premiers inventaires, donc des actes notariés qui disent qu'il y a telle tapisserie, donc un inventaire important, 1457. Ça veut dire que 15e siècle, milieu 15e siècle, on est sûr de savoir tisser très bien. Donc voilà un petit peu pour poser l'histoire, pourquoi Aubusson. Aubusson en même temps est une ville marchande, puisque, et Felletin aussi, alors Felletin et Aubusson vont rester concurrents, hein, parce que Felletin revendique d'être le berceau de la tapisserie, puisqu'il a les premiers écrits, il se dit c'est nous qui avons commencé. Et Aubusson, par contre, s'est développé, le nom d'Aubusson est beaucoup plus célèbre et est resté, parce qu'on pense que ça s'est développé beaucoup plus en tant qu'usine, et que ces usines, finalement, ont fait que ça vient d'Aubusson. Donc, finalement, c'est un peu tout le bassin qui va s'appeler Aubusson. Maintenant, on dit en Aubusson. Alors, tous les cartons que vous allez voir ne sont pas très anciens, ils ont 19e, fin 19e, Napoléon III, jusqu'à début 20e. Ah oui, maintenant, ça commence à être vieux, c'est vrai. Mais souvent les gens disent c'est 18e, non, parce que normalement ce modèle-là c'est 17e, 18e, je veux dire. Mais les originaux on les a plus, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement abîmés ces cartons que les gens les jetaient et les recopiaient, passaient leur temps à recopier. Donc pour faire une tapisserie on démarre déjà par une maquette. La maquette étant l'œuvre que l'artiste va créer. Donc ça peut être à l'échelle de ce qu'on veut, c'est une peinture. Une peinture, ça peut être ce qu'on veut. C'est l'artiste qui va créer. Bon, là, c'est une copie de verdure. Là, ça peut être par exemple une petite enluminure. Hein, petite. Le travail du peintre cartonnier va consister à recopier à l'échelle 1 le modèle, c'est-à-dire le carton, hein, qui va être placé sous la chaîne. Puisqu'on le place sous la chaîne, ça veut dire que celui qui tisse, il va recopier exactement ce qu'il voit sous la chaîne. Il actionne avec ses pédales les fils pairs et impairs qui montent, hein, ce qu'on appelle les fils de lisse, c'est ce qu'il y a là, et j'appelle les fils pairs ou impairs. Ce qui me permet de passer ma main facilement. Je choisis la distance que je veux et je vais mettre normalement du rose là où je vois du rose. Donc je prends mon fil, ma flûte de rose. L'imagination parce que le résultat qu'on a fait est affreux, mais c'est pour pas faire concurrence. Hein.
que sinon on sait très bien tisser. Et donc avec ça, avec ce qu'on appelle le grattoir, on va ramener la laine par là. Ensuite je prends mon autre main et je vais choisir ma distance. Et évidemment celui qui tisse il va très très vite, c'est un très beau geste. Voilà pour faire ça. Et le peigne va nous servir à tasser tous ces fils de chaîne de manière à faire disparaître. Et voilà, la bonne réflexion, c'est de dire que c'est à l'envers. C'est qu'on va tisser à l'envers, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de couper les fils devant soi. Et donc, on se retrouve avec un modèle qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais, qu'on ne verra simplement à la fin, quand il y aura la tombée de métier, quand on coupe tous les fils de chaîne, et on voit à la fin son travail. Le carton, je vous disais, c'est pour raconter des histoires, c'est plutôt la mythologie, la Bible, etc. Et puis, on va s'inspirer de modèles. Ce qui va circuler comme modèle, ça va être plutôt des livres enluminés, donc des petites images. Ces petites images vont être agrandies, et les petites images, ça va être donc toutes ces images peintes à la main, pareil, la Bible, etc. Il y a par exemple les riches heures du duc de Berry. Vous devez connaître ça. Les Valois, qui étaient très férus de tapisserie, vont commander énormément de tapisserie. Le seigneur, plus les tapisseries, plus les puissants. Donc ils vont, ces 4 frères vont commander énormément de tapisserie, et puis de livres en lumière, ils vont collectionner, donc ça va être très riche pour nous. Et donc en agrandissant ces livres, ces miniatures, on se retrouve avec des vides, forcément pour le carton. Donc on va remplir ces vides de fleurs, parce qu'au Moyen-Âge on a horreur du vide, donc on remplit ces vides de fleurs, et ça va, donc en sortant, celle qui est sur l'arrondi, il y a des personnes à cheval, et il y a des paquets de fleurs comme ça qui sont remplis. Et petit à petit, eh bien, les gens vont demander des décors à 1000 fleurs, c'est-à-dire tout simplement des fonds de 1000 fleurs sur lesquels on va imposer des silhouettes. Et puis à l'infini, c'est-à-dire une silhouette, 2 silhouettes, mais qui ne racontent rien, c'est le quotidien, c'est le bain, la toilette, quand les fleurettes, la cueillette, hein. Donc ce sont tous ces sujets qu'on va voir sur ces fameux 1000 fleurs qui vont un peu envahir les châteaux de la Loire. C'est le côté décoratif, on passe de la tapisserie narrative à décorative. Ensuite, on va avoir un gros bouleversement dans la tapisserie, ça va être la Renaissance. La Renaissance va amener la facture des tableaux peints à l'huile. Donc Van Eyck va être le premier à nous montrer quelque chose de magnifique. C'est pas lui qui l'invente, cette peinture à l'huile, mais il nous montre des tableaux magnifiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de tapisserie derrière. En fait, le tableau est très bien en lui-même. Donc il y a énormément de peintres qui vont se mettre à faire de la peinture à l'huile pour leur talent en fait, hein. Et donc et pour la beauté de la chose. Donc les seigneurs vont s'entourer de peintres favoris et vont aussi commander des tableaux, ce qui va concurrencer la tapisserie. Et oui, la Renaissance, vous savez que François Ier a bénéficié de tous ces artistes aussi, hein, en faisant venir des peintres flamands et des peintres italiens. Hein, donc tout ça, ça fait quelque chose de fabuleux et donc a influencé l'art moderne français. Donc la tapisserie va être à son apogée un petit peu sous Louis XIV, avec Louis XIV, qui va faire une grosse manufacture à Paris, qui s'appelle la manufacture des Gobelins. En tapisserie, eh bien, comme je vous expliquais, il y a des tableaux qui vont concurrencer les murs, mais il va y avoir de nouveaux produits. Puisqu'on a la Compagnie des Indes, va nous amener énormément de nouveautés, eh bien, on va avoir l'apport par exemple de toiles indiennes. Donc effectivement, quand on va regarder ces toiles pinceautées qui se répètent, on va avoir envie de les imiter, ça va nous donner nos toiles de Jouy. Donc on va faire ces fameuses toiles de Jouy, on va faire des papiers peints panoramiques, on va avoir des soieries. La soie va arriver aussi, donc il va y avoir des pôles importants de soie à Lyon, à Tours, hein, qui vont aussi faire que ça va pouvoir faire des rideaux, des fauteuils, etc. Donc nous, la tapisserie, il faut qu'elle trouve sa place aussi, et on va se sortir d'affaires, puisqu'on va nous demander beaucoup de fauteuils, on va sortir tout ça, des tapis, des dessus de porte, des boiseries, on va habiller tout ça. Donc il va nous rester encore de quoi travailler. Donc qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je restaure complètement ce carton, ou est-ce que je raconte qu'il est coupé en deux, que cet oiseau a été découpé pour le mettre ailleurs, ou est-ce que si je restaure complètement, on ne verra plus rien, hein? Donc là aussi on superpose des modèles. Alors voilà les petits éléments qu'on trouve dans les ateliers, c'est tous ces sujets qui sont découpés pour les mettre au centre de fauteuil et qui animent, c'est un peu au choix. Hein. Moi, je voudrais cette jeune fille-là. Et ce voit donc, est conservé au musée de Cluny à Paris actuellement. Hein, donc vous la voyez, en papier, dans les coussins, etc.
Et en fait, elle est bien connue à Aubusson parce qu'elle a été trouvée à Boussac, au château de Boussac, à 50 km d'ici. Elle a été repérée par Georges Sand qui fréquentait ce château de Boussac, la famille. Donc elle a dormi même en voyant ces tapisseries. Elle était fascinée par ces tapisseries. Et un jour, ce château a été racheté par une administration. Et donc, Georges Sand s'est inquiété de ces tapisseries et a demandé à son ami Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, de s'intéresser à ces tapisseries qui étaient du coup reléguées au grenier, puisque l'administration qui avait repris ce château n'était pas du tout trouvé ça très moche et a mis ça au grenier, et le sous-préfet de l'époque marchait sur une des tapisseries comme un tapis en fait. Donc il y a eu des négociations sévères très longues pour récupérer ces tapisseries pour qu'elles soient au musée du Moyen-Âge à Paris. Et donc quand elles ont été effectivement acquises, on les a données dans les ateliers d'Aubusson pour les restaurer. Donc ces tapisseries ont fasciné les ateliers d'Aubusson qui en ont fait une légende. Enfin, le 19e est assez pauvre pour en nouveaux artistes. Et puis on va attendre le Messie qui va arriver. Ça va être notre Lursa, qui va être un grand amateur de tapisserie et qui va effectivement dénier un peu tout ce qui s'est fait au XVIIIe, etc., en revenant aux valeurs du Moyen-Âge. Et en fait, ça, c'est très précieux parce que ça nous donne exactement la couleur de ce que veut l'artiste. Le numéro n'est pas, n'est pas référencé, c'est pas il y a une référence, en général, il y a un petit numéro. D'accord, mais je veux dire, c'est pas c'est par rapport à un teinturier, une teinture, c'est pas universel. C'était pas universel, non. Chaque artiste avait son chapelet. Donc du coup, on y est pas. La plus belle table du restaurant. La plus belle table du restaurant. C'est l'élite. Ah, la table est belle, mais ceux qui sont autour.